Le réalisateur Ernst Marischka n'a pas choisi le personnage de Sissi au hasard pour en faire l'héroïne d'un film. L'impératrice Élisabeth était le personnage que les Autrichiens aimaient le plus de leur histoire, d'où le surnom de Sissi. Elle leur rappelait que leur identité se distinguait de celle d'une Allemagne pas encore unifiée. Ce besoin de reconnaissance de l'Autriche était d'autant plus important que le pays, annexé en 1938 par l'Allemagne, l'année de naissance de Romy Schneider, elle-même née à Vienne, avait été divisé en 4 zones d'occupation militaire alliées après la Seconde Guerre mondiale, tout comme l'Allemagne. L'Autriche ne recouvrit l'entière souveraineté de son territoire qu'en 1955, avec le départ des troupes d'occupation. C'est donc cette même année, 1955, que le premier opus de Sissi racontait comment une jeune aristocrate de Bavière fut choisie comme épouse par son cousin, le jeune empereur d'Autriche, et ce, contre tous les usages protocolaires. Avec elle, c'est la grandeur de l'Autriche impériale qui est célébrée, comme le signale le nom de la société de distribution du film, Imperia, ou encore le plan d'ouverture de Sissi impératrice, qui met en vedette le château de Schönbrunn, résidence officielle de la monarchie des Habsbourg à Vienne. Fort de l'immense succès de Sissi, 2 suites furent réalisées avec d'autant plus de sérénité que sa jeune actrice principale, Romy Schneider, avait éclaboussé l'écran de sa fraîcheur et de sa beauté, et elle n'avait que 17 ans. Sissi impératrice, puis Sissi face à son destin, furent donc réalisés contre le gré de la jeune Romy Schneider, devenue depuis star internationale. Le succès du film fut phénoménal en Autriche et époustouflant dans le reste de l'Europe. En Allemagne bien sûr, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas ou en Espagne, les entrées dépassèrent Autant n'emporte le vent, romance de référence au cinéma. Le succès de la jeune Romy était dû en grande partie à sa mère, Magda Schneider. Elle joue d'ailleurs le rôle de la mère de Sissi dans la trilogie et était très attachée à faire de sa fille une vedette du cinéma. Sa proximité avec le régime de Hitler n'était peut-être pas pour rien dans cette volonté de mettre sur un piédestal sa jeune fille. Pour donner la réplique à Romy, ce fut le jeune Karl-Heinz Böhm qui fut choisi pour interpréter le rôle du jeune empereur François-Joseph. De 10 ans l'aîné de Romy Schneider, sa carrière ne prit pas la même trajectoire qu'elle, mais il joua dans quelques grands films, comme Le Voyeur de Michael Powell en 1960. Dans Sissi impératrice, réalisé donc en 1957 par Ernst Marischka, la question hongroise est centrale dans la trame historique du film. Sa fin marque d'ailleurs la conclusion du rapprochement entre la monarchie des Habsbourg et les nationalistes hongrois par l'adoption du compromis austro-hongrois. Celui-ci aboutit à l'instauration de la double monarchie, officialisée le 8 juin 1867. La représentation de ce compromis correspond à la dernière séquence du film. 3 parties distinctes composent cette séquence finale, marquant la naissance de la monarchie d'Autriche-Hongrie. La première partie représente l'arrivée du couple impérial en Hongrie, un instant populaire. La deuxième partie correspond à la cérémonie du sacre dans l'église Matthias de Buda, un instant religieux, sur une musique de Franz Liszt. Enfin, la dernière partie de cette séquence montre la cérémonie politique du serment du roi de Hongrie, également empereur d'Autriche, fait à ses sujets, cérémonie célébrée à l'extérieur. Le film insiste donc d'abord sur l'accueil enthousiaste des Hongrois à la venue de l'empereur et de l'impératrice, leur futur souverain. En multipliant les plans sur les paysans hongrois, alternativement avec les visages radieux de Franz et de Sissi, le réalisateur affirme les liens très forts existants entre le peuple hongrois et le couple impérial. Le caractère national est également signifié de 2 manières différentes. D'abord, le tertre sur lequel la cérémonie politique aura lieu est constitué de la terre des différents territoires de Hongrie et béni par les autorités catholiques. C'est ensuite la profusion à l'écran des couleurs hongroises, vert, blanc, rouge,
qui couvre l'image du film, notamment avec l'agitation des drapeaux avant et après la cérémonie à l'église, qui illustre l'aspect national hongrois. La puissance autrichienne apparaît ensuite sous différents aspects. Puissance impériale et royale d'abord, avec la cérémonie du sacre, qui confère une autorité héréditaire aux souverains, qui sont dotés des attributs du pouvoir royal et impérial. La couronne, le sceptre, le globe. Que Dieu te bénisse, François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie. En se déroulant dans une église, le pouvoir est clairement signifié comme d'origine divine, dans la tradition des souverains habsbourgeois précédents. Cette représentation classique de la transmission du pouvoir royal ressemble aux œuvres picturales des sacres des autres souverains européens, comme celui de Napoléon, peint par David. Mais la cérémonie qui suit montre un autre aspect de la nouvelle monarchie initiée par François-Joseph. Il n'est plus seulement le souverain choisi par Dieu, il est aussi le souverain d'un peuple. Celui-ci est représenté en une foule immense par des moyens que le cinéma permet d'accentuer. Je jure devant Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, de protéger la Hongrie contre tous ses ennemis, qu'ils viennent de l'Est, du Sud, de l'Ouest ou bien du Nord. En usant successivement de la plongée et de la contre-plongée, le réalisateur permet à la fois de grandir le nouveau monarque de Hongrie, filmé en contre-plongée, puis de l'intégrer au milieu du peuple hongrois en le filmant en plongée. L'effet de foule est permis par des cadres construits pour le spectateur, l'amenant à l'idée d'une liesse populaire massive. Par un arrêt sur image, le spectateur peut apercevoir que la magie du cinéma permet une mise en scène avec un nombre plus restreint de figurants que ce qu'un premier visionnage pouvait laisser transparaître. Reine de Hongrie, je jure devant Dieu d'aimer et de servir la Hongrie de toutes mes forces. Peuple qui m'a offert cette couronne dans un élan de ton cœur, je te donne en échange tout l'amour que contient le mien, et je m'efforcerai toujours de contribuer à ton bonheur. Mindet megfogok tenni, ami a talmamban, al ogi a magyar, nemzetet boldogat tegiem. L'impression très positive de l'Autriche et de ses souverains dans cette séquence s'oppose à ce qu'un autre empire germanique a pu réaliser quelques années avant la réalisation du film. Loin d'être un empire qui imposait sa loi de manière autoritaire en éliminant toute distinction culturelle ou ethnique des territoires qu'il contrôlait, l'empire d'Autriche et son souverain François-Joseph avaient su intégrer au contraire des territoires et des peuples désormais unis dans un avenir commun. Le message du réalisateur était clair. L'Autriche avait été un grand empire européen, respectueux des nations qui le composaient. Et en fermant le film sur le visage de l'impératrice Sissi, le réalisateur rappelait aussi le rôle majeur qu'elle avait joué
dans ce compromis hongrois.